Rejoignez dès à présent la grande famille des abonnés de votre chaîne Sika TV sur les réseaux sociaux. Sika TV, le vrai visage de l'actualité en Afrique, est en direct et en replay sur YouTube. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater. Nous sommes également présents sur Facebook et sur Twitter. Au moins 2000 militaires sont morts au Nord Kivu depuis 2014 lors de combats entre militaires et rebelles des forces démocratiques alliées. L'information a été donnée par le porte-parole du gouverneur militaire de la région. En Tanzanie, comparution du chef de l'opposition, Freeman Mbowe, avait été arrêté fin juillet avec d'autres figures de sa formation politique, le Chadema. La Tunisie a un nouveau ministre de la Santé, une nouvelle qui ravive une lueur d'espoir chez les populations frappées par une augmentation du nombre de cas de Covid-19. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour ce tour de l'actualité. L'armée congolaise a annoncé vendredi avoir perdu au moins 2000 militaires depuis octobre 2014 dans la région de Béni, dans l'est de la République démocratique du Congo. Ce, lors de combats contre des rebelles d'origine ougandaise, des forces démocratiques alliées. Reportage. Au moins 2000 militaires sont tombés ici, dans la région de Béni, depuis octobre 2014, dans les combats pour stopper les massacres des civils, a déclaré à la presse le général de brigade Sylvain Ekenge, porte-parole du gouverneur militaire du Nord Kivu. Nous avons arrêté 145 collaborateurs des ADF au sein de la population. Une centaine de combattants ADF sont capturés et mis en prison. 50 sont des Congolais et pire, ils sont originaires de Boutombo et Béni, de grandes villes du nord du Kivu, a-t-il ajouté. Ces chiffres ont été donnés lorsque l'officier dressait le bilan de l'état de siège décrété le 6 mai dans les provinces du nord Kivu et de l'Ituri. Avoir la paix tout de suite est une illusion. Mais nous allons imposer la paix. N'oubliez pas que la guerre a duré plus de 20 ans, a justifié l'officier. Le premier massacre de civils dans le territoire de Béni a eu lieu le 15 octobre 2014. Ce jour-là, 32 civils avaient été tués à Ngadi, a témoigné en mai un rescapé. Depuis, l'armée a organisé plusieurs opérations contre des ADF sans jamais mettre un terme à ces tueries. À l'origine, les ADF étaient des rebelles musulmans ougandais qui voulaient chasser le président Yoweri Museveni du pouvoir. Mais ils ont fait souche depuis près de 30 ans dans l'est de la RDC où ils sont accusés d'être responsables des massacres de plus de 6000 civils depuis 2013 d'après un bilan de l'épiscopat congolais. En 90 jours d'état de siège décrété par le président Félix Tshisekedi, des ADF ont massacré 254 civils dans le nord Kivu et l'Ituri, selon des statistiques des experts du baromètre sécuritaire du Kivu présent dans ces deux provinces. En Tanzanie, le chef de l'opposition a comparu devant un tribunal vendredi dernier. Âgé de 59 ans, Freeman Mbowe est poursuivi pour financement du terrorisme et complot terroriste. Des infractions qui ne permettent pas de libération sous caution. Le chef du principal parti d'opposition tanzanien Freeman Mbowe a comparu devant un tribunal de Dar es Salaam pour des accusations de terrorisme que ses partisans ont dénoncé comme une manœuvre à motivation politique visant à faire taire les dissidents. La Cour a demandé au procureur de l'État de s'assurer que la collecte de toutes les preuves nécessaires et les autres procédures préliminaires soient terminées d'ici vendredi prochain. Cela permettra de protéger les droits de l'accusé puisque l'affaire Mbowe est d'intérêt public. Nous espérons donc que d'ici la semaine prochaine, nous serons en mesure de faire passer l'affaire à la deuxième étape, c'est-à-dire à la Haute Cour. Comme vous le savez, ce type d'audience se déroule principalement à la Haute Cour. Nous avons exhorté le gouvernement à participer à des tables rondes avec nous
pour résoudre cette affaire en dehors du tribunal. Nous devons vraiment trouver une solution à cette affaire en dehors des tribunaux, car il s'agit d'une question d'intérêt national. En tant que leader de l'opposition, nous sommes sûrs que cette affaire peut facilement être résolue politiquement par le dialogue politique plutôt qu'en utilisant les tribunaux. Un mauvais règlement en dehors du tribunal vaut mieux qu'un bon jugement au tribunal. Poursuivre cette affaire au tribunal continuera à créer de la colère et de la haine parmi les politiciens et le gouvernement. Nous demandons donc au gouvernement d'organiser une table ronde pour régler cette question dans l'intérêt de notre pays, la Tanzanie. C'est la première fois que Freeman Mbowe est vu en public depuis son arrestation avec d'autres membres de son parti Chadema le 21 juillet dernier, quelques heures avant la tenue d'un forum public sur la réforme constitutionnelle. En Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara a annoncé la remise en liberté de 78 détenus depuis 2020 pour leur opposition à son troisième mandat. Une décision qui est considérée comme un nouveau signe de l'apaisement politique perceptible depuis plusieurs mois dans le pays. Dans un discours télévisé prononcé à la veille de la fête de l'indépendance de son pays, le président ivoirien Alassane Ouattara a annoncé ce vendredi la mise en liberté provisoire de 69 inculpés arrêtés à l'occasion de la présidentielle d'octobre 2020, marquée par des violences meurtrières. Il a également accordé la grâce à 9 autres personnes condamnées pour des infractions commises à l'occasion de ces mêmes événements. L'examen de la situation d'autres personnes encore détenues se poursuit, a affirmé le chef de l'État. La libération des prisonniers avait été demandée par les leaders de l'opposition, Laurent Gbagbo et Henri Konan Bédié, tous deux anciens présidents. Toujours dans son discours ce vendredi, le chef de l'État Alassane Ouattara a réaffirmé son attachement au dialogue constructif qui permet d'apaiser davantage le pays et d'aller de l'avant pour son développement. Ce dialogue, je l'ai poursuivi moi-même avec mon aîné, le président Henri Konan Bédié, le 11 novembre 2020, et plus récemment avec mon jeune frère, le président Laurent Gbagbo. Rien ne doit entraver la marche de la Côte d'Ivoire vers son développement et le bien-être de chacun, et c'est pourquoi je me réjouis de toutes les initiatives visant à l'apaisement. Je ne ménagerai aucun effort pour cela dans le respect de la loi et des institutions, a ajouté le président Alassane Ouattara. Rendons-nous maintenant au Soudan du Sud. Les alliés du vice-président Riek Machar ont qualifié de putsch raté l'annonce par la branche armée de son parti de sa destitution du mouvement. Riek Machar lui-même a accusé cette semaine ceux qui gâchent la paix d'avoir orchestré son éviction. Des leaders de la branche armée du parti de Riek Machar ont annoncé mercredi dernier que cet ancien rebelle devenu vice-président du Soudan du Sud avait été destitué de sa fonction de président du parti et de la branche armée du SPLM-AIO. Ils l'accusent d'avoir totalement échoué à représenter leurs intérêts. Mais dans un communiqué diffusé ce vendredi à l'issue d'une réunion dans la capitale Juba, les alliés de Riek Machar au sein du parti ont dénoncé un putsch raté des ennemis de la paix. Le vice-président lui-même a accusé cette semaine ceux qui gâchent la paix d'avoir orchestré son éviction. Selon lui, l'objectif est de faire dérailler la formation d'un commandement unifié des forces armées, une composante clé de l'accord de paix qui a mis fin à 5 ans de guerre civile. Le communiqué des alliés de Riek Machar a insisté ce vendredi sur le fait qu'il était totalement aux manettes du parti et de sa branche armée et lui a apporté son soutien total. Il est encore difficile d'établir les conséquences de ce possible putsch interne pour le vice-président, un habile politicien qui a connu des années de guerre civile, des tentatives d'assassinat et des périodes d'exil. Ces tensions politiques interviennent dans un contexte de profonde crise économique et de niveau d'insécurité alimentaire et de malnutrition extrêmement élevé. Le président tunisien Kais Saïed, qui a annoncé il y a environ 2 semaines la suspension du Parlement, la destitution du Premier ministre et la prise en charge du pouvoir exécutif, a nommé un nouveau ministre de la Santé parmi les cadres de l'armée. Il faut dire que la Tunisie traverse une crise sanitaire doublée d'une crise politique.
Vendredi, le président Kais Saied a nommé Ali Mirabet, nouveau ministre de la Santé. Annoncé au palais de Carthage, la nouvelle ne peut que raviver une lueur d'espoir chez des Tunisiens frappés de plein fouet par une augmentation du nombre de cas de coronavirus. Ali Mirabet, professeur de médecine et colonel-major à l'armée nationale, remplace le ministre de la Santé par intérim, Mohamed Trabelsi. L'ancien gouvernement a laissé beaucoup de citoyens dans beaucoup d'hôpitaux sans le minimum d'oxygène, alors qu'il y avait un grand nombre de malades qui avaient besoin d'oxygène, mais aussi d'assistance médicale. Aujourd'hui sauvée in extremis de la catastrophe sanitaire, la Tunisie a pu, grâce à son appel à l'aide, bénéficier de dons de pays européens et du Golfe et de Tunisiens de la diaspora, ainsi que d'autres citoyens. Le pays devrait démarrer sa campagne de vaccination sur 8 août. Toujours en Tunisie, le régime exceptionnel instauré il y a 2 semaines environ, je le disais, par le président, a placé en position délicate son principal adversaire, le parti Ennahda. Déjà fragilisé de l'avis de nombreux experts, le parti tente de survivre au séisme. Fondé il y a 40 ans, notamment par l'actuel président du Parlement suspendu, Rached Ghannouchi, âgé de 80 ans, le parti Ennahda a fait son retour sur la scène politique après la révolution de 2011 et a depuis participé à toutes les coalitions parlementaires. C'est le parti le plus organisé du pays et le principal bloc à l'Assemblée. Mais depuis 2014, son assise électorale a nettement reculé, passant de 89 députés à 53 sur 217 lors des législatives de 2019, soit 1 million de voix perdues depuis 2011. Le parti a vu un nombre croissant de membres faire dissidence ces dernières années, notamment pour réclamer un changement à la tête de la formation politique. Le 25 juillet, jour de la prise de pouvoir du président Saied, Ennahda a sur le champ condamné un coup d'État contre la révolution et la Constitution. Mais jeudi, le Conseil de la Choura, principal organe d'Ennahda, s'est ouvert au dialogue, se disant prêt à une autocritique et à des excuses. Il s'est engagé à procéder aux révisions et renouvellements nécessaires de ses programmes et structures directrices. Saied a toutefois répondu par un discours excluant tout retour en arrière. Rached Ghannouchi, qui a voulu faire d'Ennahda un parti démocrate musulman, reste l'un des principaux symboles de l'islam politique dans le seul pays qui a poursuivi sa démocratisation après les soulèvements des printemps arabes. Des partisans lui attribuent la réussite du retour d'Ennahda sur la scène politique après 2011 et de la transition démocratique négociée dans le pays. D'autres lui reprochent son autorité excessive sur le parti, devenu son projet personnel. Reste à savoir si Ennahda pourrait se reconstituer sans cette figure centrale. Et c'est tout pour ce journal. Merci pour votre attention et bonne suite des programmes sur Sika TV.